There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weight loss. That's plushcare.com/weight loss. plushcare.com/weight loss. Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous le savez, les élections européennes ont lieu du 6 au 9 juin. En France, nous élisons 81 eurodéputés sur les 720 que compte le Parlement européen. Pendant leur mandat de 5 ans, les députés ont adopté de nombreux textes. Ils ont pris des décisions qui impactent directement nos vies. Ils ont voté le pacte vert qui vise à encourager à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ou bien des textes qui encadrent juridiquement l'intelligence artificielle et les risques liés à son utilisation. Ils ont aussi voté une aide militaire en faveur de l'Ukraine suite à son invasion par la Russie. À quelques semaines du scrutin, Sur le fil a décidé de consacrer plusieurs épisodes à cette élection majeure. Et pour cela, je vous emmène là où tout se passe, Bruxelles, où mes collègues du bureau de l'AFP, Julien Giraud et Anne-Laure Mondésert, ont suivi l'élaboration des législations européennes. J'ai aussi interviewé Alexandre de Strel, professeur de droit européen, spécialiste de la réglementation numérique. Sur le fil. Le pacte vert européen est notre stratégie de croissance. Il nous permettra de diminuer nos émissions tout en créant des emplois. Nous sommes en 2019 et Ursula von der Leyen prend la tête de la nouvelle Commission européenne, formée à la suite des élections qui viennent d'avoir lieu. À l'époque, la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité. 5 ans plus tard, et après avoir traversé la crise du Brexit, la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine, le Parlement européen a finalement voté le pacte vert. L'objectif de cet ensemble de textes, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour mon collègue Julien Giraud, qui a suivi pour l'AFP les débats au Parlement, ces textes auront un très gros impact sur nos vies, comme par exemple la fin des voitures neuves à moteur thermique en 2035. Le gros héritage législatif de ce mandat restera le Green Deal, qui est un package tentaculaire de plus de 70 textes. C'est d'abord un verdissement des transports, donc ça c'est des mesures qui concerneront tous les citoyens dans l'UE. C'est la fin des ventes de voitures neuves à moteur thermique en 2035, mais c'est aussi le verdissement de l'aviation et du transport maritime qui devront utiliser beaucoup plus de ce qu'on appelle des carburants durables à base de biofuel ou de carburants synthétiques. Après, dans des choses comme les logements, en 2030, tous les bâtiments neufs devront être neutres en émissions carbone et surtout les rénovations énergétiques de tous les bâtiments existants devront accélérer puisque la consommation des bâtiments devra diminuer de 16% d'ici à 2030. Les importations de certains produits dans l'Union européenne devront acquitter une taxe carbone aux frontières de l'UE pour respecter les mêmes règles que dans le marché européen. Le Green Deal, c'est aussi la préservation de la biodiversité ou des forêts. Il y a plusieurs textes majeurs qui ont été adoptés pour notamment protéger les puits de carbone naturels, que sont les forêts, les prairies, etc. Et un texte inédit sur la déforestation importée. Donc là encore, c'est un texte très concret pour les consommateurs. C'est comment s'assurer que le café, le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme qu'on importe dans l'Union européenne ne correspondent pas à des forêts qui ont été déracinées ou des zones qui ont été déforestées. Et donc, effectivement, à partir de l'année prochaine, il y aura des contrôles qui seront mis en place pour s'assurer, via des données de géolocalisation, via des photos satellites, que ces produits n'ont pas été produits sur des zones déforestées. Et puis, à partir de la mi-2023, la machine s'est enrayée, quand le Parlement s'est attaqué à des textes du pacte vert touchant à un sujet devenu très sensible, l'agriculture. Élément fondateur de l'UE, l'agriculture est le principal poste de dépense européen. Les agriculteurs européens de Pologne, par exemple, que l'on entend dans les rues de Varsovie, d'Espagne, d'Allemagne ou de France, ont fait entendre leurs craintes et leur colère.
Donc c'est un texte notamment qui visait à réduire de moitié l'usage et les risques des pesticides d'ici à 2030, qui a fait l'objet de gros blocages, jusqu'à finalement être rejeté totalement par le Parlement en novembre. Donc donc ce texte ne sera jamais adopté, ça y est, il a été mis hors course. Et ça a failli être le cas d'un autre texte emblématique sur la restauration de la nature. Donc un texte qui vise à restaurer 20% des terres et des espaces marins dans l'Union européenne d'ici 2030. Et ce texte a suscité d'énormes réticences et crispations de la part de certains États membres, de la part du secteur agricole et de la part des eurodéputés de droite, mais également d'une partie des eurodéputés libéraux au Parlement européen, qui s'inquiétaient notamment de l'impact sur les terres agricoles. Vote is closed. Les eurodéputés ont pris à bras le corps la régulation du numérique. And it is adopted. Congratulations on this seminal work. 3 textes majeurs ont été votés. Le règlement européen sur les services numériques, le DSA, qui impose aux plus grands réseaux sociaux comme TikTok ou Google de combattre la désinformation, la haine en ligne ou la pédopornographie. Le DMA, lui, s'attaque au règlement sur le marché numérique. Son objectif, c'est de lutter contre les positions dominantes des géants du net. Par exemple, cela se traduit par un seul et unique câble standard pour charger toutes les marques de téléphone. Enfin, les eurodéputés ont décidé d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils prévoient une approche à 2 niveaux, l'IA à usage général, avec obligation de transparence, et puis l'usage de l'IA dans les domaines considérés à haut risque, dans l'éducation, les ressources humaines ou le maintien de l'ordre. Alexandre de Strel, professeur de droit européen à Namur et Sciences Po, m'a expliqué le sens de cette réglementation. Et là, l'idée, c'est de créer plus de transparence sur comment, finalement, ces algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnent, comment ils ont été entraînés, puisqu'on sait que, finalement, un algorithme d'intelligence artificielle, il doit d'abord être entraîné avec des données, et ensuite, là aussi, quels risques il peut présenter pour la société, pour les individus, et notamment des risques en matière de vie privée, des risques en matière de discrimination, et de nouveau, des mesures doivent être prises si des risques ont été identifiés pour les diminuer. Pour le spécialiste de la réglementation numérique, l'Europe est une pionnière en la matière. On les met en œuvre contre des entreprises très importantes, les entreprises les plus riches du monde, qui ont parfois un chiffre d'affaires ou une capitalisation boursière plus élevée que le PIB de certains d'États membres de l'Union européenne. Ce sont aussi les entreprises américaines ou chinoises qui ont, je pourrais dire, une relation à la règle différente des entreprises européennes. Et il faut toujours se souvenir que toutes ces entreprises de la Silicon Valley sont des entreprises qui sont par nature libertariennes, parce qu'elles se sont développées dans un contexte libertarien. Donc, si vous voulez, c'est un changement culturel majeur pour ces sociétés de passer vers une logique de « il faut respecter la loi ». C'était pendant la crise des réfugiés, pour la plupart syriens, en 2015 et 2016. Des centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants sont arrivés sur les côtes européennes, fuyant la guerre. Il aura fallu près de 10 ans pour que l'Europe, très divisée sur ce sujet, se mette d'accord sur un pacte asile et immigration finalement adopté le 14 mai. Anne-Laure Mondésert, journaliste au bureau de l'AFP à Bruxelles, a suivi la genèse de ce pacte. C'est une réforme d'ampleur, avec une dizaine de législations, et qui a été adoptée et entérinée malgré l'opposition de la Hongrie et de la Pologne. C'est un nouveau système qui, d'une part, durcit le contrôle des arrivées des migrants dans l'Europe, et d'autre part, instaure un système de solidarité obligatoire entre les pays de l'UE dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Donc il y a d'une part un filtrage des arrivées, avec un enregistrement obligatoire des migrants dans des bases de données pour déterminer rapidement quelle procédure leur est applicable, soit une procédure d'asile, soit une procédure de renvoi vers le pays d'origine. Le texte est critiqué par une partie de la gauche et les écologistes qui dénoncent une criminalisation des migrants et par l'extrême droite qui le trouve trop laxiste. En attendant sa mise en œuvre courant 2026, des dizaines de migrants continuent de se noyer en traversant la Méditerranée pour tenter de rejoindre l'Europe. L'esprit de cette réforme, c'est clairement de durcir la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est aussi de trouver un équilibre pour satisfaire à la fois les pays où arrivent les migrants
Les pays du Sud comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, qui se plaignent du manque de solidarité européenne. Et d'autre part, les pays plus au nord, qui se plaignent, eux, de voir arriver sur leur sol des demandeurs d'asile dont les dossiers relèvent des pays de première entrée. C'est donc un texte de compromis. Merci de nous avoir écoutés. Dans un des prochains épisodes consacrés à l'élection européenne, nous reviendrons sur certains de ces sujets. Le pacte vert, l'immigration sont justement au cœur de la campagne menée par les droites nationalistes et radicales qui, selon les sondages, devraient progresser au Parlement européen après les élections. Je suis Emmanuelle Bayon, à bientôt.